Jean-Michel, je m'incruste dans ta chronique cette semaine parce que tu t'adresses aux parents et je suis un papa d'un joueur de baseball de 14 ans. Alors, moi, j'ai plein de questions pour toi. Tu fais jamais d'erreur? Je sais pas, c'est à toi de me le dire. Fait que je m'en vais m'asseoir avec les parents. Ah, c'est bon, c'est bon. Mais dans le fond, est-ce que vous avez des questions justement par rapport à tout ce qui se passe dans la tête, dans la psychologie? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant une saison. Là. Oui, vas-y. Comment on gère le retour à la maison, les discussions dans le safe space qu'est la voiture? OK, la voiture. Ça. Oui. Bien, première chose, c'est intéressant parce que la voiture, vous voyez, c'est fermé. Hein? On ne peut pas sortir de là. Fait que les jeunes sont obligés de gérer leurs émotions. Ils ne peuvent pas s'en sortir à part s'ils mettent évidemment leur écouteur. Ça doit arriver qu'ils mettent les écouteurs. Ah, non. Non, même pas. Il parle. Ils parlent, OK, mais il y en a qui mettent leur écouteur, il y en a qui parlent. Et dans l'auto, ça dépend toujours évidemment du résultat ou comment ils se sentent. S'ils sont fâchés, selon vous, c'est quoi la meilleure stratégie dans l'auto? Parce que s'ils sont fâchés contre eux ou contre l'équipe, quelle est la meilleure stratégie? Oui. Moi, je pense que ça dépend de l'enfant. Il y en a qui sont capables de le gérer tout seul, de vivre cette émotion-là aussi. Je pense que c'est important, là. Mais de discuter, discuter du match. D'en parler, mais la chose qu'il faut faire attention, puis c'est dans le timing du commentaire, c'est que là, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de correction, il n'y a pas de retour. J'ai vu que... Fait que les jeunes savent qu'est-ce qu'ils ont fait de pas correct. Puis la dernière chose qu'ils veulent, c'est un commentaire d'un parent qui dit « tu aurais dû faire » ou j'ai vu que, surtout s'ils n'ont pas bien joué. Puis des fois, s'ils ont très, très bien joué, là, ils sont ouverts. Mais est-ce que c'est le bon moment, après une belle victoire, de dire « tu aurais dû faire ça ». Moi, je trouve pas. Fait habituellement, que ce soit une bonne game ou une mauvaise game, tout ce qui est correction, on laisse ça soit pour le lendemain ou au coach. Parce qu'oubliez pas, vous êtes le parent. Oui, des fois, il y a certains parents, surtout plus jeunes, qui vont jouer un rôle de coach, mais graduellement, le 14, 15, 16, là, normalement, le parent devrait moins jouer un rôle de coach correction puis de laisser ça au coach. Au début, c'est un peu nuancé, puis je vous laisse gérer en tant que parent, mais la tendance, c'est vraiment de faire attention aux corrections, surtout dans l'auto. Ça répond à ta question? Oui. Moi, je n'ai une question justement parce qu'on est quelques parents coachs ici. Puis comment on doit départager le rôle de parent puis le rôle de coach parce que ça se croise quand même toujours. Là. Oui. Bien, j'ai un commentaire général. Il y a des personnalités, vous êtes d'accord, là, dans les parents? Tu sais, moi, je ne parle pas des personnalités extrêmes, les très larges, mais en général, mettons qu'on va dire 80 des parents, dépendamment de l'âge, comme je vous dis, avant 12 ans, là, il y a du soutien, les parents peuvent venir soutenir, des fois les émotions sont plus fortes. À partir de l'adolescence, il faut laisser un peu la gestion entre les joueurs et avec le coach. Et des fois le coach peut faire des erreurs, mais même là, ce n'est pas le bon moment en tant que parent de venir intervenir directement. Si vous avez des interventions à faire, les parents, moi, ce que j'aime, c'est de faire ça comme après, de façon plus politique, plus stratégique. Sur le terrain ou dans les pratiques, c'est un petit peu plus difficile parce que là, il y a beaucoup de choses. Fait que là, on ne peut pas avoir du pouvoir dans ces moments-là. Fait que c'est un petit peu plus difficile. Je vous encourage à faire des rencontres plus one-to-one pour avoir plus de pouvoir, plus de compréhension. Parce que si vous faites ça pendant la game ou, évidemment, pendant la pratique, bien, vous allez perdre en impact dans vos commentaires. Je ne sais pas si ça répond un peu. Je ne sais pas s'il y avait une nuance que tu voulais... Bien, c'est un peu ça, tu sais. Puis en même temps, des fois, on remarque, autant que parents ou que coach, que, tu sais, ils ont une mauvaise game. Oui. On leur dit-tu ou on leur dit pas? Bien, premièrement, c'est ça, c'est qu'ils savent qu'ils ont une mauvaise game. Fait qu'ils n'ont pas besoin de le savoir. Puis s'ils veulent en parler, ils vont vous le dire. Mais surtout quand ils sont émotifs. Parce qu'il n'y a aucun avantage. Un cerveau humain qui est émotif n'écoute même pas les commentaires. Tu peux le faire, vous pouvez tester, mais même sur nous, on est des adultes. Est-ce que vraiment, là, tu sais, on a une journée de merde, là? Puis là, notre chum, notre blonde nous dit tu devrais faire la vaisselle. Est-ce que vous aimez ça? Même un petit peu mieux? Ou... Le steak est trop cuit. Hein, non, mais est-ce qu'on aime ça quand on fait? Mais quand on fait le bien, on a de l'énergie, puis on a des commentaires comme ça, c'est un commentaire comme un autre, mais quand on fait le pas bien, puis les joueurs, tu sais, les joueuses, quand ils ont une mauvaise game, ils ne filent pas. Fait que c'est pas le bon moment de donner des commentaires. Puis des fois, c'est dur parce qu'en tant que parent, on veut rester un peu, avoir de l'impact, tout ça. Mais inquiétez-vous pas, les jeunes, ils savent, si vous avez développé un certain lien, ils vont venir au bon moment. Timing is everything. Autant pour le coach que pour le parent. S'il a besoin de votre aide, il va venir vous voir. Inquiétez-vous pas, c'est juste qu'il ne viendra pas vous voir dans l'auto parce qu'il est en train de se réguler ou dans des moments, même le soir,
peut-être pas le bon moment de faire sur iPad. Hey, check, là, j'ai vu sur la vidéo, il te manquait juste ça. La prochaine fois, là, mets ton pied plus en avant. Il n'écoute pas. Puis évidemment, parce qu'il est en train de gérer ses émotions. Fait que juste, on passe à d'autres choses, on mange, on fait diversion. Le soir, l'émotion régule l'énergie pour récupérer l'énergie. Puis quand l'énergie revient, c'est là où le jeune soit va venir vous voir ou si vous voulez vraiment donner votre commentaire, vous pouvez le faire, mais essayez d'avoir le meilleur timing possible. Dirais-tu que c'est le temps, dans le fond, de laisser ventiler? Oui, c'est ça. Bien, votre rôle, tu sais, un parent soutenant, c'est un parent qui donne de l'espace, mais la personne a dit « Oh, dis, l'arbitre, puis là, j'ai fait des erreurs, je suis vraiment en poche. » Ben non, t'es pas poche. C'est correct, c'est pas grave, mais ils sont en train de sortir le négatif. Le problème, c'est que des fois, Oui, des fois, il y a beaucoup de négatifs à sortir. La boule est Puis, grosse. vous avez le droit aussi, en tant que parent, de dire OK, là, ça a été dit, on va juste mettre de la musique. Vous avez le droit de cadrer le débordement. Vous n'êtes pas obligé de tout recevoir parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tu sais, plein d'insultes, plein de critiques, puis tout est négatif dans l'auto. Vous autres aussi, là, vous êtes comme, ben là. Ouais, t'embarques facilement, toi aussi, dans le game. Ben oui, là, parce que l'ambiance est T'étais là. négative. Mais vous avez le droit de dire, OK, on en a parlé, on va en reparler demain. Vous avez le droit d'encadrer aussi. Ils sont en train d'apprendre à comment gérer. C'est peut-être dans les premières fois de leur vie où ils vivent vraiment des épreuves. Ils ont 14 ans, puis ils n'ont pas été pris dans l'équipe ou ils ont fait un tournoi, ils ont fait une grosse erreur. Fait que c'est dans les premières fois qu'ils vivent des émotions très, très fortes. Fait que vous êtes là pour les accueillir, vous êtes là pour vous ajuster. Mais comme je vous dis, timing is everything. Tu sais, en tant que parent, là, on parle beaucoup de la rétroaction un peu négative qui doit être dite au bon moment. Je me questionne à savoir si c'est vraiment notre rôle de parent d'aller dans la rétroaction négative au lieu de dire, bien, on construit sur ce qui a été de positif dans la partie, puis on tasse le négatif, puis on passe à la prochaine partie. Mais c'est une bonne question. Puis, tu sais, ça dépend de quel rôle vous jouez. Si vous avez déjà joué au baseball, vous avez un talent au baseball, puis vous avez une certaine crédibilité, bien, je pense que c'est important des fois de critiquer de façon pertinente. Mais si vous n'avez aucune connaissance, bien, vous soutenez, vous encouragez. Effectivement, est-ce que ça vaut la peine de corriger si vous n'avez pas les compétences? Je ne pense pas. Puis votre rôle, de toute façon, en tant que parent, je vous dis, à partir de 12-13 ans, c'est de le soutenir. Fait qu'il n'y a pas besoin de correction, il y en a ailleurs. Puis si jamais vous sentez, ça c'est important, il y a beaucoup d'athlètes que je vois qui manquent de feedback personnalisé. Si vous avez des connaissances ou des amis qui peuvent l'aider sur des commentaires, améliorer un lancer, améliorer au bâton, c'est correct, aller chercher ces amis-là. Mais il y a des familles qui n'en ont pas. Mais des fois, un cours privé au début de l'année, 1 heure, 2 heures, pas obligé. Des fois, les coachs, ils ont beaucoup de joueurs. Ils ne peuvent pas s'ajuster à tout le monde. Ils ne peuvent pas s'ajuster à ton enfant, à toi. Mais des fois, il y en a qui ont besoin de petits ajustements très personnalisés, un peu comme ce qu'on voit avec le Baseball Academy, c'est qu'ils ont des conseils très personnalisés. Les coachs ont le temps de prendre le temps de montrer aux jeunes, mais ce n'est pas tous les jeunes qui ont cet avantage-là. Fait que des fois, une fois pendant l'année, ça peut faire toute la différence au niveau de la confiance. Puis si vous avez remarqué, je ne sais pas, moi, au bâton, il n'y a pas la bonne position, tout ça, d'aller chercher un expert ou quelqu'un, un mentor qui est quand même accessible, ça va aider beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de tout avoir sur votre dos, là. Ça se peut que vous n'avez pas des... Tu sais, moi, si jamais il s'intéresse, je ne sais pas, moi, au ski, je ne suis pas bon en ski, fait que je ne peux pas lui donner de conseils, fait que je vais demander à quelqu'un, là. Vous n'êtes pas super puissant en tant que parent, vous ne pouvez pas être parfait dans tout, puis ça ne veut pas dire que vous avez déjà joué au baseball. Vous êtes là pour soutenir l'enfant. Ça répond-tu? Oui? Parfait. Moi, j'ai eu de la misère. Je me sens bien démunie là, comme parent quand que mon enfant revient, puis bon, il est frustré contre une situation, mais tu sais, ça déborde. Il y a beaucoup d'émotivité. Mais tantôt, on l'a dit, il faut qu'il se calme avant d'intervenir, puis on va intervenir au bon moment. Oui. Mais c'est quand le bon moment avec un enfant qui parle peu? Oh, c'est une bonne question. Est-ce que tu parles plus dans l'auto, à la maison aussi? Bien, tu sais, dans l'auto, là, tantôt, on disait, mais c'est peut-être pas le bon moment d'intervenir tout de suite. Là, il se défoule, puis c'est correct. Mais moi, là, quand que je vois mon enfant comme ça vient super me chercher, puis je fais, hey, je suis d'accord avec ce que tu dis, tu sais, dans ma tête, je sais pas quoi te dire, mon coco. Je sais pas quoi te dire pour te remonter le moral. Je sais pas quoi te dire. Je me sens vraiment démunie. Puis là, souvent, je parle pas. Puis là, après, je me dis, mais c'est quand le bon moment pour aller reparler de ça? Parce que si moi, je ne vais pas, lui, il ne viendra pas. Tu sais, c'est pas une est-ce que personne lui qui est capable facilement. de l'exprimer? Mais toi, la personne, est-ce qu'elle est capable de l'exprimer quand même quand on pose des questions? Bien, en fait, c'est qu'on fait le moment, ça explose là. Puis, comme on dit, tu sais, je ne sais pas c'est quand le bon moment pour en reparler. Tu sais, c'est sûrement pas sur la route, c'est sûrement pas dans la demi-heure qui suit. Bien,
quand On il y a se un bloque, débordement, puis il exprime votre rôle, tu sais, en psychologie, là, nous, nos stratégies, c'est refléter. Donc, on va capturer l'émotion. On va dire, ouais, je comprends pourquoi c'est injuste. Mais si tu valides l'injustice, on va capturer, on va faire un reflet d'émotion qu'on appelle, ou on va reformuler. Ouais, c'était une game qui était un petit peu plus difficile, parce qu'il est en train de dire que la game était difficile, c'était de la merde. Toi, au lieu de dire c'est de la merde, mais toi, tu peux dire, ah, c'était une des games les plus difficiles. Je comprends que tu ne l'as pas eu facile. Fait que tu fais juste reformuler qu'est-ce que le jeune va dire, au lieu d'essayer de le convaincre du contraire. Parce que faites le test, essayez de convaincre un jeune qui a bien joué ou que c'était pas si pire, ça ne fonctionne pas sur le coup. Puis chez les parents, quand je donne des formations, je dis, c'est le réflexe qu'on a de corriger rapidement. Hein, on veut pas qu'ils se sentent mal, fait qu'on veut intervenir. Non, hey, tu vas la prochaine game, mais des fois, c'est juste, ben, c'est une game de merde, c'était pas la meilleure. Je comprends que tu te sentes déçu, fatigué ou fâché contre. Juste refléter, ça veut pas dire que tu es d'accord avec son comportement nécessairement. Juste refléter, puis il va se sentir écouté. Puis ça se peut qu'après, tu vas pouvoir revenir là-dessus, mais peut-être justement dans un moment plus calme, une journée ou deux après. Mais une journée ou deux après, c'est quand même intéressant pour toi. Là, juste, si tu vois qu'il est vraiment bloqué, bien là, il y a d'autres interventions à faire. Là. Ça dépend de plusieurs choses. Mais peut-être que, ça c'est une bonne chose, s'il est encore bloqué, peut-être que c'est pas toi la meilleure personne pour faire le retour. Peut-être que c'est ton partenaire, peut-être que c'est un ami, peut-être que ça va être le coach. On n'est pas super puissant. Puis ça se peut que, moi je suis psychologue, là, ça se peut même si vous venez me l'amener dans mon bureau, je ne sois pas la meilleure personne non plus. Je ne le connais pas. Il faut que j'apprenne à le connaître. Vous comprenez? C'est pas parce qu'on est psychologue ou qu'on a des outils qu'on va être le meilleur. Des fois, il faut juste accepter de dire hey, je pense que moi, j'ai fait la job de l'accueillir. Je vais laisser quelqu'un d'autre. Je pense, je sais pas moi, son père ou son cousin. Des fois, il y a des grands frères qui pourraient dire le commentaire mieux que nous. Parce qu'il est plus crédible, parce qu'il y a un meilleur lien au baseball, là, pas un lien en général dans votre vie. Là. Je ne sais pas si ça... Oui. Non, mais dans notre famille, on a il y a le grand frère qui joue, puis il y a l'autre. Souvent, l'autre est souvent comparé au grand frère. Et on est souvent dans la comparaison. Même si on ne veut pas le comparer, lui le fait lui-même. Ben oui, c'est normal. Comment qu'on fait, Mané, pour stopper ça? Parce que c'est comme, hey, tu as d'autres qualités, tu vas avoir une autre trajectoire qui peut être aussi belle. Peux-tu arrêter de tout le temps se comparer avec le premier, là? Bien, c'est tout à fait normal de se comparer. Puis en fait, on ne veut pas lui enlever la comparaison avec le grand frère dans ce cas-là, parce que c'est son mentor. Le mentor, il va imiter, mais plus il vieillit, puis il va dire, ouais, je l'imite, mais je ne suis pas pareil. Tu sais, il y a des choses. Et aller identifier les distinctions, mais surtout les distinctions de force, pas de faiblesse, évidemment. Je pense que vous avez compris. Mais tu sais, tu dis, ah, mais Noah, il est comme ça, mais là, l'autre, il est un petit peu plus. Toi, tu as une meilleure concentration. Je trouve que tu es un petit peu plus déterminé d'aller chercher des forces que l'autre n'a pas. Évidemment, peut-être pas devant l'autre, là. Vous comprenez que les deux sont là. Mais, des fois! Mais tu sais, essayez d'être subtil quand même. Tu sais, on ne veut pas amplifier la comparaison. Tu sais, tous les enjeux de comparaison, que ce soit rivalité, entre deux joueurs du même niveau, on essaye de faire des valorisations ou des commentaires sur leurs forces en one-to-one et non pas quand les deux sont là. Parce que sinon, ça amplifie la rivalité. J'avais une question. Comment on réagit face à un jeune qui manque de confiance envers son coach durant la saison ou envers ses coéquipiers? Ah bien, c'est une bonne question parce que ça arrive extrêmement souvent. Puis là, manque de confiance, est-ce que c'est le coach qui fait des commentaires, mettons, le coach va dire des directives aux jeunes, puis le jeune ne fait pas assez confiance au coach pour faire les directives. C'est pour ça que je vous ai posé la question, parce que là, c'est pas nécessairement la confiance qu'il n'y a pas, c'est plus la crédibilité que le coach. Il perd en crédibilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la crédibilité? C'est dire il est perçu comme moins compétent ou pas assez compétent ou il fait des erreurs de compétence. Bien ça, en tant que parent, sans dire « c'est vrai que le coach n'est pas bon », puis on amplifie le coach. Non, mais ça se peut que c'est vrai qu'il soit... il y a des coachs qui sont bénévoles, il y a des coachs... c'est pas tout le monde, mais ça se peut qu'il y ait d'autres qualités. Bien là, c'est ton coach cette année, c'est un coach qui est soutenant quand même, il t'encourage, fait que là, on va le prendre. Puis, pour ce qui est d'apprendre, si tu veux apprendre, bien, on va regarder des vidéos. C'est là que le parent qui a un peu de connaissances ou un cousin ou un oncle, on va parler à ton oncle, là, puis à n'importe qui peut venir t'aider à améliorer tes compétences. Mais ça ne sera pas lui cette année, c'est tout. Ah, mais il est chanceux d'avoir un coach qui est
qui est valorisant, même s'il est moins compétent. Il va avoir une belle année quand même. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il continue à s'améliorer. Si le coach n'est pas assez compétent ou il fait des erreurs, bien, c'est sûr qu'il va accumuler la frustration et il ne s'améliorera pas pendant cette année-là. Mais ça, c'est un enjeu de crédibilité. Mais là, il y a d'autres, vous voyez, il y a d'autres coachs. Il y a des coachs qui sont violents ou sont plus intimidants. Non, ça arrive. De la violence, oui. J'ai une question par rapport à ça. Tu sais, exemple, ton enfant, il revient puis il dit « Mon coach, il parle fort », par exemple. T'sais. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Parce que ça ne veut pas dire que parce que le coach, il parle fort, le message, il n'est pas bon. Le message peut être très bon, c'est juste que c'est la façon de le livrer. Puis qu'est-ce qu'on peut, comme compartimenter, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos enfants pour justement qu'ils mettent ça de côté puis qu'ils prennent l'information qui est valide, qui est compétente, par exemple? Bien, parler fort, c'est un élément. Justement, ce que tu viens de dire là, c'est déjà bon. Là. On nuance. Là, il parle fort, mais par contre, il y a telle compétence, telle compétence. La chose que vous devez sentir, vous devez expliquer aux jeunes, c'est est-ce que, justement, il tend vers la violence ou il est là pour toi? S'il crie fort, il parle fort, puis il est violent, bien là, en tant que parent, vous devez vous poser des questions puis intervenir différemment. Mais si c'est bien intentionné, bien, c'est de travailler, bien, il est bien intentionné, même s'il parle fort, puis cette année, c'est ça. Il faut qu'il apprenne à tolérer ça parce que s'il n'apprend pas à 14 ans, mais à 17 ans, s'il joue dans les grosses ligues, il y en a qui parlent fort. Là. Fait qu'il faut qu'il s'entraîne. Fait que c'est une question d'apprentissage puis d'entraînement. Puis s'il s'entend mieux avec un assistant, bien, il peut aller voir plus l'assistant que le coach principal. T'sais, vous voyez, depuis tantôt, là, je vous dis, on ne peut pas être parfait. T'sais. Le coach, moi, il y a des jeunes qui viennent me voir, il y a des choses qui me trouvent gossantes. Moi, je dis toujours, qu'est-ce que vous avez besoin? Comment tu te sens? Il y a des jeunes, non, mais vous riez, mais il y a des jeunes, je me sens, j'ai besoin de. Ils sont tannés de ça, ils n'ont pas toujours besoin de ça. Fait que chacun, moi j'offre cette écoute-là, mais vous autres, vous avez vos forces en tant que parents. Les coachs, ils ont leurs forces. Puis c'est vraiment nuancé, fait qu'on ne peut pas répondre à tous leurs besoins. Puis ils en ont beaucoup, des besoins. Oui. Moi, comme entraîneur, j'adhère à la philosophie qui dit que les entraînements appartiennent aux entraîneurs, puis les parties appartiennent aux joueuses. Dans mon cas, je coach des filles, donc aux joueuses, puis moi, je leur dis c'est leur temps pour briller. Est-ce qu'il y a quelque chose de... Est-ce que psychologiquement, c'est quelque chose qui est logique? Bien, c'est plus dans la façon de le dire. Là, je comprends ce que tu veux dire. C'est plus, les coachs, je dois être présent, c'est le temps que je vais commenter pour t'aider à apprendre. C'est comme j'avais parlé là, dans une des semaines, c'est la zone d'apprentissage. Mm-hmm. Fait que vous avez un rôle plus important en tant que parent ou en tant que coach. Là, dans ton cas, c'est coach, vous avez un rôle important dans la zone d'apprentissage. Vous devez corriger, ajuster, nuancer, faire évoluer. Mais lorsqu'ils sont en performance, c'est eux d'appliquer la zone d'apprentissage. Mais toi, ton rôle, c'est plus de dire que moi, je suis là dans les zones d'apprentissage pour vous soutenir, mais quand c'est le temps de jouer, je vais me retirer un peu plus pour justement vous permettre de jouer, pour ne pas mettre une pression indue. Là. Parce qu'imaginez, place-toi comme ça. Il y en a qui n'aiment pas ça. Par contre, des micro-ajustements, il y en a qui aiment ça. Fait que c'est plus à toi de t'ajuster. C'est pas coupé au couteau. Là. Il y en a qui aiment ça quand même, avoir des commentaires de coach pendant la game. Là. Je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais il y en a qui aiment ça. Mais il y en a qui n'aiment pas ça non plus. Mais on parle vraiment, c'est ça, de micro-ajustements. On ne va pas essayer de changer quelque chose de majeur pendant une partie. Bien, c'est pas le temps de changer quelque chose de majeur pendant une partie. Ils sont supposés. Puis c'est pour ça que, dans ton commentaire de départ, je pense que tu parlais de blanc-noir, comme pratique. Mais on voit ça un petit peu plus nuancé. Plus gris. Zone d'apprentissage, puis comme j'ai dit dans d'autres semaines, il y a des zones d'apprentissage aussi dans les games, mais c'est pas supposé d'être 100 % du temps. OK. Parce qu'on est dans une game. Merci. Oui. Au sein d'une même équipe, il y a souvent différents calibres de joueurs, si on veut dire. Pour être poli, je vais en qualifier de certains de passagers à l'intérieur d'une équipe qui vont des fois être un peu démoralisants pour certains autres joueurs qui sont plus performants ou qui aspirent à un petit peu plus de compétitivité puis qui ont comme des attentes vis-à-vis leurs coéquipiers, que ça soit exactement, ou qu'ils soient au même niveau qu'eux vis-à-vis le match. Est-ce qu'il existe des trucs ou des petites notions qu'on pourrait appliquer pour parler avec soit celui qui est un petit peu à la traîne ou celui qui est justement peut-être un peu plus performant pour essayer de garder une certaine cohésion dans l'équipe pour pas que ça devienne comme deux clans au sein d'une équipe? Bien, une des pires choses à faire, c'est le minimiser.
OK. C'est pas grave. Imaginez, quelqu'un est vraiment fait beaucoup d'erreurs, les autres sont vraiment bons, puis il y a un décalage. Si vous voyez qu'il y a un décalage important, il ne faut pas le minimiser, parce que là, il va y avoir une frustration. On va le nommer comme la reformulation. Ah, je comprends que il y a une certaine difficulté, mais je vais m'en occuper. On va travailler là-dessus dans les prochaines semaines. Puis si l'athlète qui est plus sérieux, qui est performant, voit que tu essayes que l'autre soit performant puis que tu travailles de façon spécifique un peu plus avec lui, il va être content. Tu vois, les joueurs sont intelligents. Ils savent, si tu mets un petit peu plus de temps sur une personne, c'est pas nécessairement contre le joueur ou contre les autres joueurs, c'est plus pour rééquilibrer l'équipe. Mais minimiser, c'est une des pires choses à faire. Faire comme si de rien n'était, parce que la frustration va s'accumuler. Une frustration de départ, si elle n'est pas nommée, si elle n'est pas travaillée puis fixée, là, elle va s'accumuler, puis dans 2 mois, dans 3 mois, le problème va être encore pire. La délicatesse d'aller, par contre, par exemple, le nommer pour un joueur plus performant qui va dire, ben ce joueur-là, je trouve qu'il est plus à la traîne. Coach, peux-tu faire quelque chose? Le coach dit oui, d'accord, je vais prendre, mais comment le coach aborde ça avec le joueur qui est un petit peu moins performant? La règle de base, c'est une très bonne question. La règle de base, c'est jamais en grand groupe, jamais en sous-groupe, toujours le plus possible en individuel. En tant qu'adulte, vous prenez le problème. Si, évidemment, vous jugez que ça prend 2 personnes, oui, là, mais en one-to-one, c'est la meilleure stratégie parce que devant les autres, les jeunes, là, entre 12 et 15 ans, là, ce groupe d'âge-là, c'est là où l'anxiété sociale est le plus grand. Fait que si vous donnez un commentaire, ah, lui il n'est pas bon, lui il est bon, lui il a fait des erreurs devant tout le monde, c'est là où le risque d'enjeu psychologique est le plus grand, surtout dans ce groupe d'âge-là. L'anxiété sociale est dans le tapis. Ils ne disent pas comme ça. Ils ne disent pas « Ah, moi, je suis anxieux social. » Mais ce qui les stresse le plus, là, vous comprenez, la puberté qui kick-in, bien là, il y a peut-être une fille, un gars, il y a la séduction qui embarque, ils ont l'air fous devant ses amis, secondaire 2, secondaire 1. Ils pensent à ça, des fois, ils ne pensent même pas au baseball. Ils pensent à l'image qu'ils ont au baseball par rapport aux autres. Mais ça, c'est le groupe d'âge, là, entre 12 et 15. Après ça, ça se stabilise. 16-17, là, vous avez des ados plus vieux. Là. Puis même nous, quand on était jeunes, 16-17, secondaire 5, cégep, on commence à se connaître, tout ça. Mais secondaire 1, 2, 3, là, même jusqu'à 4, l'anxiété est dans le tapis. Fait qu'on les protège en one-to-one. On fait le moins possible de choses en grand groupe. Bien, au niveau de la cohésion d'équipe, est-ce que ça pourrait être une bonne idée de jumeler le joueur performant avec le passager pour comme équilibrer les choses, toujours. Tout dépendant de l'athlète? Non, justement, pas toujours, parce que si c'est un mentor, oui. S'il l'aime pas, oubliez ça. C'est pour que la personne la moins bonne apprenne, il faut que l'autre ait un bon lien. Pour que le mentor, l'apprentissage se fasse. Fait que non, pas toujours. Des fois, oui. Bien, je me permettrai une dernière question parce qu'on va vous laisser aller après, monsieur. Oui. Vous êtes très gentil ici. Mais dernière mini-question, le rôle du parent spectateur, qu'est-ce qu'il doit dire à son jeune qui, par exemple, s'en va faire sa présence au bâton? Parce qu'on entend souvent des let's go, sors-la, vas-y, claque-la, ou des fois, on essaie de leur mettre de la pression sans vouloir leur mettre de la pression, on leur en met, tu sais. Lâche pas, t'es bon, t'es le meilleur, puis on essaie d'être fin, mais peut-être que c'est pas la bonne chose. Bien, le pire, c'est que ça dépend de l'âge. Ça se peut que le même commentaire à 12 ans, ce soit « Go, c'est correct, hein? » Puis à 13 ou à 14, parce que la puberté, ça soit le même commentaire, au même moment, ça soit plus la bonne chose. Fait que moi, ce que je vous dis, c'est si, normalement, les encouragements « Go, go », les joueurs, ils entendent presque pas, puis ils vont jouer. Mais des fois, pour X raison, ça va les déstabiliser. Mais quand vous remarquez dans le non-verbal ou dans le verbal une réaction, bien, vous en prenez note et peut-être pas la game là, vous dites pas « Hey, là, j'ai fait un commentaire. » Là. Mais peut-être dire « Hey, là, quand tu vas au bâton, tu veux-tu que je me ferme la gueule ou tu veux-tu que je dise « Non, continue à faire tes affaires, mais je veux pas de... Non. » Tu sais, le jeune, il va vous le dire. Puis s'il veut que vous soyez, bien... c'est comme le moment où ils nous interdisent de chanter, là, à partir de 10 ans. Là. Bien, oui, mais des fois, c'est pas ça pantoute. Des fois, vous allez être en tournoi, vous allez encourager, puis c'est ça qu'ils veulent. Vous voyez, c'est le non-verbal. On ne change pas, mais ça, j'ai quand même quelque chose de cool pour vous. Changez pas qui vous êtes, vous faites probablement bien les choses, c'est à moins que... Il y en a qui ont de la misère, mais si vous sentez que vous faites bien les choses, restez vous-même. Mais quand vous voyez qu'il y a un petit problème,
faites juste un petit ajustement, mais pas sur le coup. Faites juste une discussion un petit peu plus tard. Puis posez-vous des questions, une petite autocritique, parce que dans l'âge, il va y avoir une évolution dans la personnalité de vos jeunes. Les personnalités restent similaires, mais il y a des changements. Il y a de l'anxiété sociale, comme je vous dis, qui va venir changer leur réaction par rapport à vos commentaires, par rapport à vos encouragements. Puis restez vous-même, faites déjà bien les choses, continuez à encourager, surtout ceux qui encouragent, mais si vous voyez une mauvaise réaction, bien, faites juste un petit ajustement. Vous allez, tu sais, comme je vous dis, le but, c'est que l'athlète, il se sente soutenu, puis des fois, ne rien dire, c'est le soutenir. Vous avez des questions, gênez-vous pas, puis je suis content de vous avoir rencontré. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Merci. Merci. Merci.